raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire terriblement banale d'un homme qui tue sa compagne en février 2018 dans le Maine-et-Loire. Avec cette terrible particularité que le meurtre a lieu sous les yeux de leur petite fille de 6 ans. Ce qui a 2 conséquences. D'abord, je ne vous donnerai pas le prénom de l'enfant. Normal, c'est la loi qui nous y oblige. Mais je ne vous donnerai pas non plus le nom du père. Parce que la petite fille, évidemment, en a hérité. Terrible héritage. Elle a le droit de grandir dans l'anonymat. Pour le débrief, maître Mathilde Livenet, avocate justement de la petite fille, interview disponible dans un podcast à part. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Ça se passe en février 2018, dans la région d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et c'est l'histoire d'un couple qui ne va pas bien. Un couple dans lequel on parle de se séparer. Un couple qui ne va pas bien au point qu'en ce soir du 18 février 2018, elle, qui s'appelle Estelle Veneux, a prévu de dormir chez sa mère, et lui qui se prénomme Bader, a prévu de dîner chez ses parents, avec leur petite fille de 6 ans. Que nous appellerons Eva donc, même si ça n'est pas son vrai prénom. Et là où ça se complique, c'est que ce soir-là, Estelle n'arrive jamais chez sa mère. Mais vers 19h15, elle lui envoie un SMS. Maman, Eva est encore malade, elle n'ira pas à l'école demain, je reste lui faire un gros câlin et je rentre. Elle lui fait un gros câlin, parce que sa fille Eva ne va pas passer la nuit avec elle, mais avec son père. Et voilà, la soirée s'écoule, et Estelle n'est toujours pas là. Le câlin ne peut pas avoir duré aussi longtemps. Sa mère l'appelle, elle la rappelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Elle tombe systématiquement sur son répondeur. Et elle est d'autant plus inquiète qu'Estelle habite à 10 km. La soirée s'écoule, toujours pas de nouvelles. Alors elle joint son autre fille, Émilie. Moi, je l'ai appelée plusieurs fois et elle répond pas, quoi. Tu peux essayer de l'appeler, toi? T'auras peut-être plus de chance. Et la sœur appelle, et Estelle ne lui répond pas non plus. Alors vers 11h moins 10, la mère se décide à appeler Bader, le compagnon de sa fille, en sachant que ça barde entre les deux en ce moment. Ah bon? Elle n'est pas chez vous? Écoutez, elle n'est pas là. Je sais absolument pas où elle est. D'accord. C'est quand même inquiétant. Je pense que je vais appeler la gendarmerie, au cas où, quoi. Il y a peut-être eu un accident entre chez vous et chez moi. Finalement, c'est sa seconde fille, Émilie, qui appelle les gendarmes d'Angers. Bon, d'accord. On va envoyer un équipage sur place. Vous pouvez nous indiquer l'adresse de votre fille et de son compagnon? Oui, bien sûr. Elle habite à Bouchemaine, au 26 bis, rue des Vignes. Entendu, madame. On vous tient au courant. On vous tient au courant? Non. La mère est trop inquiète pour attendre tranquillement devant son téléphone. Elle décide d'aller sur place elle aussi. Elle y arrive en même temps que les gendarmes. Il est 00h30. Les gendarmes frappent à la porte. C'est Bader, le compagnon, qui leur ouvre. Ils l'ont manifestement surpris en plein sommeil. Il est en calbute. Je vous jure que je ne sais pas du tout où elle est. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est partie en voiture, et sa voiture n'est pas là. D'accord, monsieur, d'accord. Le modèle de la voiture? C'est une Peugeot. Une 106 Kid. Noire. Ok, monsieur. Écoutez, on va lancer une recherche. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, monsieur, sur le début de soirée? Eh ben, Estelle est passée à la maison en fin d'après-midi pour voir notre fille, Eva. Et après, moi, je devais dîner chez mes parents. Et donc, je suis parti avec Eva. Il était
19h20, 19h30. Et vous y êtes resté jusqu'à quelle heure? Chez vos parents? J'y suis resté pas très longtemps, en fait, parce qu'Eva était pas bien. Elle était malade, elle s'est mise à pleurer, alors j'ai dit à mes parents, elle est pas bien, je rentre, quoi. Et donc on est rentré. Et quand on est arrivé à la maison, bien Estelle n'était pas là. C'est tout ce que je peux vous dire. Sa voiture non plus était pas là. Et ça ne vous a pas inquiété? Ben non, puisqu'elle avait prévu de dormir chez sa mère. Bien, monsieur. Écoutez, s'il n'y a pas de nouveau demain matin, il faudra que vous veniez signaler sa disparition à la gendarmerie. D'accord, entendu. L'hypothèse d'un accident entre Bushman, où vit Estelle, et la poissonnière où vit sa mère tient la route, si j'ose dire. Certes, il n'y a que 10 kilomètres, mais beaucoup de virages. Et donc, en pleine nuit, les gendarmes décident de refaire la route. Ils scrutent les fossés à la lumière de leurs phares. Rien. Pas de trace de la Peugeot 106 d'Estelle. À 1h19 du matin, Bader poste un message sur Facebook. Sans nouvelles d'Estelle Veneux depuis hier 22 février, lorsqu'elle a quitté notre maison à Bushman, direction la Poissonnière. Elle est partie de la maison vers 19h15, 19h30. Elle conduit une 106 Kid noire. Elle porte une doudoune beige. Merci de partager et surtout de donner la moindre nouvelle, même qui semble insignifiante. Je vous en supplie. Le lendemain matin, Bader fait ce que lui avaient conseillé les gendarmes la veille. C'est-à-dire qu'il va à la gendarmerie signaler formellement la disparition d'Estelle. Elle travaille, je suppose, votre compagne? Oui, elle est assistante pédagogique auprès de l'Université catholique de l'Ouest. Vous étiez là, vous, quand elle est rentrée de son travail hier? Oui, elle a passé, je dirais, une demi-heure à jouer avec notre fille, Eva. Et ensuite, comme c'était prévu, elle est partie chez sa mère pour la nuit. Pourquoi est-ce qu'il était prévu qu'elle dorme chez sa mère hier soir et pas chez vous? Parce que ça va pas trop entre nous en ce moment. On a décidé de se séparer. D'accord. Et vous en avez parlé de ça hier soir? Avant qu'elle ne disparaisse? Oui. Enfin, on a parlé de notre maison. On l'a fait construire ensemble. Savoir comment on allait la vendre, quoi. Et la discussion s'est bien passée? Oui. Mais disons que c'était un échange un peu froid. À quel sujet, précisément? Eh bien, elle avait pris rendez-vous aujourd'hui dans une agence pour mettre la maison en vente. Et moi, je lui ai dit que je voulais pas l'accompagner. Et ensuite? Ensuite, je suis parti avec notre fille chez mes parents. Et quand vous rentrez de chez vos parents, vous ne vous inquiétez pas qu'elle ne soit pas là? Ah non! Puisqu'elle devait dormir chez sa mère, je vous dis. Cela dit, je l'ai appelée. Pas parce que j'étais inquiet, mais parce que la petite était pas bien, elle voulait lui parler. Mais bon, elle n'a pas répondu, quoi. Et donc après, je lui ai envoyé un SMS. Attendez, le voilà, regardez. Je vous le lis, ce SMS. Pas cool de pas nous répondre, on va au lit. En plus, on allait manger chez mes parents. Eva n'a pas voulu. Elle te réclamait. Le message a été envoyé à Estelle à 20h49, accompagné d'une photo d'Eva. Et à partir du moment où sa mère m'a dit qu'Eva n'était pas chez elle, je lui ai envoyé d'autres SMS. Jusqu'à ce matin. Regardez. Les gendarmes sont comme vous, hein? Vous envisagez qu'il soit pour quelque chose dans la disparition d'Estelle. Vous envisagez même qu'il l'a tuée, n'est-ce pas? Les gendarmes aussi.
rassurez-vous, moi, comme toujours, je reste dans ma neutralité légendaire. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble, Estelle Veneux et vous 10 ans. Qu'est-ce qui va plus entre vous? Elle me trouve envahissant, trop jaloux. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais bon, on a décidé de se séparer, mais c'est quand même la mère de ma fille. Je veux dire, j'ai encore quand même un peu de sentiment pour elle. La petite Eva, à propos, où est-ce qu'elle est à cette heure-ci? Sa maman a disparu et son père est chez les gendarmes. Eh bien, c'est sa Tati, la sœur d'Estelle, qui la garde. Et elle vient de lui dire un truc très étrange. Tati, faut que je te dise un truc. Le cadre photo, là, il est tombé. Et la sœur tourne la tête. Et effectivement, un cadre qui d'habitude est posé sur une console est là par terre, en 1000 morceaux. Et là, vous vous dites, et la sœur pareil. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça d'entrée, la petite Eva? Parce qu'il y a eu une bagarre. C'est ça qu'elle a voulu dire. La sœur, Émilie, appelle immédiatement les gendarmes. Ma nièce commence à me raconter des choses. Il s'est passé quelque chose, je pense. On va entendre la petite alors. D'accord, mais... Vous savez, elle a que 6 ans, hein. Oui, mais il y a un service spécialisé pour ça. La PAPED, la permanence d'accueil et de prévention des enfants en danger. Des gendarmes formés à recueillir le témoignage des enfants. Alors, Eva, tu vas me raconter s'il s'est passé quelque chose hier soir à la maison? Entre ta maman et ton papa? S'il s'est passé quelque chose, hein, bien sûr. En fait, il y a quelque chose qui me gêne. Mon papa, il est monté sur maman pour la faire endormir. Après, il l'a mis dans les toilettes et même dans la chambre. Et après, on est parti. Et quand on est revenu, maman, elle n'était plus là. Son papa est monté sur sa maman pour la faire endormir. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire précisément, cette petite fille de 6 ans? Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Andelatte raconte la suite de votre récit. Elle raconte qu'elle était là, dans un fauteuil, en train de regarder une vidéo sur une tablette, et que son père et sa mère se sont bagarrés dans le salon. Papa, il a poussé maman sur le canapé, et puis il lui a appuyé sur le ventre avec les mains. Et après, maman, elle s'est endormie. La suite de son récit est terrifiante. Son père a tiré sa mère par les bras jusqu'aux toilettes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a fait tomber le cadre photo. Et plus tard, il l'a tiré dans l'escalier jusqu'à leur chambre à l'étage. Il m'a dit qu'elle était fatiguée. Il pensait qu'il fallait qu'elle se repose. Tu m'étonnes que quand elle est arrivée chez ses grands-parents, elle n'était pas en forme, cette petite fille. Pendant ce temps-là, son père, Bader, est toujours interrogé au commissariat, en tant que témoin. Sauf que là, changement de programme. Bien, monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons des éléments, monsieur, qui laisse penser que vous n'êtes pas étranger à la disparition et probablement à la mort de votre femme. Dans l'immédiat, monsieur, vous allez venir avec nous, nous allons perquisitionner votre pavillon.
Rien d'évident chez eux, hormis ce cadre fracassé. Les gendarmes font des prélèvements. Je vous le dis tout de suite, ils ne donneront rien. Et maintenant, c'est parti pour la garde à vue, qui démarre façon diesel. J'ai rien fait, j'y suis pour rien. Jusqu'à ce que les gendarmes lui disent ce que vient de raconter sa petite fille. Bon. C'est vrai, je vous ai pas dit toute la vérité. Mais c'est pas ce que vous pensez. Allez-y, monsieur. On vous écoute et on en jugera. Il dit qu'Estelle est arrivée chez eux, comme c'était prévu, à 18h30 pour voir sa fille et récupérer des papiers pour mettre la maison en vente. Il raconte qu'elle a d'abord joué avec Eva pendant une demi-heure à l'étage et qu'après ils ont parlé des vacances de février et de qui allait s'occuper de la petite. Et voilà, le ton est monté, elle m'a fait tout un tas de reproches, elle m'a dit qu'elle ferait tout pour que je voie Eva le moins possible. Elle était dans une colère incroyable, quoi. Et à un moment donné, elle m'a donné une gifle. Et elle a commencé même à me donner des coups de pied. Alors moi, je l'ai attrapée par les épaules pour la renverser sur le canapé, quoi. Votre petite fille dit que vous vous êtes mis sur elle. Vous confirmez ? Oui, mais c'était pour la maîtriser. C'était pour qu'elle bouge plus. Je la tenais par son écharpe. Et j'ai serré. J'ai serré pour qu'elle arrête de bouger, quoi. À un moment donné, j'ai vu que ses lèvres étaient devenues bleues, que sa langue sortait de sa bouche, et qu'il avait de l'écume sur les lèvres aussi. J'ai pris son pouls et je me suis aperçu qu'elle était morte. Mais je voulais pas la tuer. Je vous jure, je voulais pas. C'est pas la peine de jurer devant un gendarme, Bader. De toute façon, il ne te croit pas. Et vous avez tenté de la réanimer ? Non. C'est là que ça se complique pour toi, Bader. Parce que si t'as pas tenté de la ranimer, alors ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise, quoi. Je savais pas quoi faire. J'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, j'ai décidé de faire disparaître le corps. La suite est stupéfiante. Écoutez bien. Il est allé chercher sa voiture, une Skoda. Il l'a garée en marche arrière devant la porte d'entrée de la maison. Il a mis la petite Eva à l'arrière sur le siège auto avec sa tablette pour l'occuper. Il est allé chercher le corps d'Estelle et il l'a mis dans le coffre. Emballé, c'est pesé. Devant sa petite fille de 6 ans, dont il dit qu'elle n'a rien vu. Mais c'est pas sûr. C'est une chose d'étrangler sa femme. C'en est une autre de le faire devant sa fille de 6 ans. Et vous êtes allé où après ? Je suis allé à Belluard. C'est un village à 10 km. D'accord. Et alors quand vous êtes arrivé là-bas ? Je me suis garé près du pont sur la Loire. J'ai jeté le corps d'Estelle dans l'eau, aussi les sacs qu'elle avait préparés, et puis son sac à main, et son téléphone portable. J'aurais pas dû faire ça, puisque c'était un accident. J'aurais pas dû faire ça. Et pendant ce temps-là, Eva regardait une vidéo à l'arrière de la voiture, sur sa tablette. Et après, il est allé chez ses parents pour dîner, comme prévu. Mais la petite réclamait sa mère. Elle était en larmes. Elle était terrifiée. Elle était inquiète. Elle avait compris, sans comprendre. Alors il l'a ramenée et il l'a couchée. Et après, je me suis occupé de sa voiture. La voiture d'Estelle, parce que sinon, on pourrait pas croire qu'elle était partie. Alors j'ai pris sa voiture. Et je suis retourné à Belluard. Et j'ai poussé la voiture dans la Loire
pile à l'endroit où j'avais jeté le corps. Et je suis rentré à pied. Je suis arrivé très peu de temps avant que vos collègues ne débarquent à la maison. La présence de sa petite fille de 6 ans tout au long de ce scénario est un truc hallucinant. Hallucinant. Et le pire, c'est qu'il explique que s'il s'est débarrassé du corps, c'est pour le bien de sa fille, figurez-vous. Je me suis dit que si on retrouvait le corps, forcément, on allait m'accuser d'avoir tué Estelle volontairement, alors que c'est pas vrai. C'est un accident. J'ai pensé qu'on allait m'envoyer en prison et qu'Eva allait se retrouver toute seule. C'est pour ça que je me suis débarrassé du cadavre. Pour faire croire à une disparition. Pour le bien d'Eva. Le bien d'Eva. Un bienfaiteur, alors. Donc c'est un meurtre, et même possiblement un assassinat, c'est-à-dire un meurtre prémédité. Mais non, c'était pas prémédité, sinon j'aurais pas fait ça devant ma fille. Ça s'entend, c'est un argument convaincant, enfin disons, à moitié convaincant. La place qu'il a donnée à sa petite fille tout au long du crime indique qu'elle n'était pas précisément au Bon, maintenant, il faut retrouver le cadavre et la voiture. Et donc, sur ces indications, les gendarmes vont sur place. On est en février, en plein hiver. Les berges de la Loire sont boueuses. Et il y a du courant, beaucoup de courant. On voit bien la trace que la voiture a faite quand il a poussé la voiture à l'eau. Mais bon, pour la suite, il va falloir qu'on fasse venir des plongeurs. Tu t'en occupes ? Il faut 2 semaines pour localiser la voiture par 6 mètres de profondeur. Et pour la remonter. Mais le cadavre est introuvable. Entre-temps, Bader a été présenté au juge d'instruction et mis en examen pour meurtre sur conjoint. Meurtre tout court, ça vaut 30 ans, maxi. Meurtre sur conjoint, c'est une circonstance aggravante. Il encourt la perpétuité. Sauf si à la fin, bien sûr, le juge retient le scénario de l'accident, tel qu'il l'a maintenu dans son cabinet. C'était un accident, c'était un geste malheureux, sous la colère. Comme on s'est violemment disputé, il y a eu, je sais pas, des instants de folie, quoi. Et puis une fois que le mal a été fait, j'ai tout de suite regretté. Je me sens coupable que ça soit passé sous les yeux de ma fille, monsieur le juge. J'ai détruit la vie d'Estelle, la vie de ma fille, de ma famille et de ma belle famille. On verra si ça passe. À mon avis, au vôtre sans doute, ça va pas le faire. Alors, comment Bader est-il arrivé à tuer Estelle ? Il faut prendre l'histoire au tout début. Ils se rencontrent il y a 10 ans sur un site genre Tinder. Et assez vite, ils s'installent ensemble.
Il commence par se faire construire cette maison à Bushman, et Eva naît en 2012. Et d'après ce que raconte Bader, ça commence à barder à partir de 2016. Lui parle de disputes, mais la mère d'Estelle dit que c'est plus que ça. D'abord, Bader, c'est quelqu'un de très radin. Il était tout le temps sur son dos pour qu'elle dépense pas d'argent. Mais ça c'est rien. Il est autoritaire, vous pouvez pas imaginer. Il n'y a qu'un truc qui intéresse ce type, c'est le vélo, le cyclisme. Et là, je peux vous dire qu'il est pas radin, hein, pour le vélo. Alors les vacances, c'est le vélo. Estelle, elle voulait aller ailleurs. Mais lui, il y avait que le vélo qui comptait, il y avait que ça. Un tyran domestique. Il méprisait Estelle, il lui criait dessus tout le temps. Il passait son temps à lui dire qu'elle était grosse, il la traitait de grosse vache. Alors que c'est lui qui l'a stressée, qui l'avait rendue comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle est restée avec lui. Pour Eva, sans doute. Et la mère et la sœur racontent que ces derniers temps, Estelle avait commencé à s'émanciper, qu'elle faisait de la gym pour maigrir, et que ça marchait, elle avait maigri, et que lui ne supportait pas cette émancipation. Il était jaloux, en fait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a forcé à installer une appli sur son téléphone pour la géolocaliser en permanence. C'est normal, ça. Mais d'après ce que raconte la mère, c'est un week-end en famille à Center Park qui a mis le feu aux poudres. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines pile. Et la mère d'Estelle était là. Il a été odieux avec Estelle tout le week-end. Tout le week-end. Et avec nous aussi. À un moment, il nous a carrément fait un doigt d'honneur. Vous voyez? Et c'est en rentrant de Center Park qu'Estelle a décidé de le quitter. 3 semaines donc avant qu'il ne les trompe. Lors d'une nouvelle perquisition dans une poubelle du garage, les gendarmes trouvent une enveloppe déchirée. Ils reconstituent le puzzle et je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. C'est une sorte de liste en 8 points. Petit 1, aller. Petit 2, faire. Petit 3, transfert 106 Skoda vers. Petit 4, déposer Skoda. Petit 5, emmener elle. Petit 6, nettoyer. Petit 7, jeter. Petit 8, rentrer. C'est un peu énigmatique. Lui dit qu'il a écrit cette liste juste après avoir étranglé Estelle pour organiser la suite. Mais s'il a écrit cette liste avant le crime, alors c'était prémédité. Alors c'est un assassinat. On finit par retrouver le corps d'Estelle Veneux 1 mois et demi après le meurtre, en avril, coincé dans des branchages sur les rives de la Loire, à 50 km de là où il dit l'avoir jeté. Et le juge ordonne une autopsie, naturellement. Ça n'a pas été facile, puisque le corps est resté 1 mois et demi dans l'eau. Mais je vous confirme qu'elle a été étranglée. Mais dans la foulée, une deuxième autopsie ouvre une piste terrifiante. Nous avons trouvé de l'eau dans les poumons, ce qui ouvre l'hypothèse selon laquelle elle a été jetée vivante dans le fleuve, même si, à notre avis, elle serait de toute façon décédée des suites de l'étranglement. Plus l'instruction avance, et plus ça s'aggrave pour Bader.
Le procès a lieu en février 2023 devant la cour d'assises d'Angers, 5 ans pile après le crime. Et il est marqué par le témoignage de la petite Eva, qui a maintenant 11 ans. Elle n'a pas voulu se retrouver face à son père, alors elle témoigne en vidéo depuis une salle juste à côté. Et c'est déchirant. Maman est arrivée à la maison. Elle est tout de suite venue me voir. Avec lui, ils ont parlé d'un dossier pour la maison. Et ils ont commencé à se disputer. Je les ai suivis dans le salon. Et là, il a mis ses mains autour du cou de maman. Et il l'a fait tomber sur le canapé. Et il s'est mis sur elle comme si c'était, je sais pas moi, un cheval. Et c'était comme s'il appuyait fort, quoi. Comme s'il poussait quelque chose de lourd. Et moi, je pleurais. Je hurlais. Je voyais à un moment les pieds de maman bouger. Et après, je les ai plus vus bouger. J'ai demandé si ça allait bien. Il m'a dit qu'elle était juste fatiguée. Les minutes qui ont suivi étaient très longues. Moi, je voulais ma maman. Normal. J'avais peur pour elle. Il m'a dit que maman, elle était plus là. Et qu'elle était partie. Et maintenant, à cause de lui, moi, j'ai plus de maman. Elle ajoute qu'elle ne veut plus jamais revoir son père, qu'elle le déteste. L'avocat général requiert contre Bader 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté. Il est presque entendu par les jurés. 30 ans, assorti de 18 ans au lieu de 20 ans de sûreté. Avec une peine complémentaire. La Cour ordonne que vous soyez déchu de votre autorité parentale sur la petite Eva au profit de la sœur de la victime. Il ne fait pas appel. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre en 2018 à Angers d'Estelle Veneux, tuée par son compagnon prénommé Bader, sous les yeux de leur petite fille de 6 ans. Meurtre pour lequel le père a écopé d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 18 ans. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Mathilde Livenet du barreau d'Angers, vous qui défendiez dans ce dossier les intérêts de la petite fille de couple que nous avons choisi d'appeler Eva, même si ce n'est pas son vrai prénom. Ça doit être particulier de défendre une petite fille de 11 ans au moment du procès. Si j'ai bien compris, c'est votre spécialité. C'est en effet mon activité principale. Je suis très régulièrement mandatée par le département de Maine-et-Loire qui est administrateur ad hoc, c'est-à-dire qu'il intervient en représentation de mineurs qui ne peuvent pas l'être par leurs parents. Et donc, j'interviens très régulièrement pour des enfants mineurs, mais ce dossier-là, en effet, il était tout à fait particulier. Comment ça se passe? Comment vous préparez ça? Par exemple, vous êtes là quand elle parle aux gendarmes et qu'elle raconte la scène? Alors non, justement, à ce stade-là, elle est seule. Alors, comme vous l'avez très bien expliqué dans votre récit, justement, le service de la PAPED, il est tout à fait compétent et spécialisé pour entendre les mineurs dans des conditions qui soient pas traumatisantes, dans des conditions qui soient les plus à même, qui puissent s'exprimer en toute sérénité. Et c'est seulement quand un juge d'instruction est saisi, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé dans cette procédure, que l'administrateur ad hoc a été désigné et qu'il m'a mandaté pour intervenir dans ce dossier. Et donc moi, j'ai rencontré Eva quelques semaines après.
Et j'ai donc dû l'assister à la fois dans le cadre de la procédure pénale et dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Mais dans le cadre de la procédure pénale, ça veut dire que je l'ai assistée notamment lorsqu'elle a été entendue par le juge d'instruction. Et puis, évidemment, je l'ai rencontrée à de nombreuses reprises pour la tenir au courant de l'évolution du dossier. Et puis, évidemment, le moment le plus important, c'était la préparation de l'audience devant la cour d'assises, qui était un moment, c'était le point culminant, en fait, de ce dossier. Ça demande un savoir-faire, puisque c'est votre spécialité, de parler à une enfant de 6 ans du meurtre que son père a commis sur sa mère. Alors, ça demande un savoir-faire. Je dirais que ça demande surtout de parvenir à nouer un lien de confiance, parce que les enfants, ils trichent pas. Un enfant, et particulièrement dans cette situation, Eva, des professionnels, elle en a rencontré plein. Vous imaginez bien qu'elle a rencontré des gendarmes, des psychologues, elle a rencontré un médecin légiste, enfin voilà, des professionnels, elle en a rencontré plein. Et son avocat, voilà, on l'a choisi pour elle, mais il a fallu que moi, j'arrive à faire en sorte qu'elle me fasse confiance. Ça veut dire que quand je la rencontre en rendez-vous, évidemment, on ne parle pas que du dossier. Il faut que pour créer ce lien de confiance, eh bien, je m'intéresse à son quotidien pour aussi évaluer la manière dont elle évolue. Et donc, moi, je l'ai rencontrée, elle était toute petite, elle avait 6 ans, donc elle me faisait des dessins, elle me parlait de ses camarades de classe. Et donc, je l'ai vue grandir pendant ces 4 années de procédure. Et j'ai admiré la force dont elle a pu faire preuve. Donc la compétence, c'est surtout d'arriver à se mettre au niveau des enfants et d'être à leur écoute. J'avoue, maître, que j'ai quand même été surpris qu'on les fait témoigner devant les assises. 11 ans. C'était indispensable. C'était vraiment indispensable. J'ignore si c'était vraiment indispensable. Je dois vous dire qu'avec l'administrateur ad hoc d'Eva, on s'est posé beaucoup la question. Mais en réalité, il y a une personne qui nous a pas laissé le choix, c'est elle. C'est-à-dire que nous, Eva, on lui parlait de cette possibilité depuis plusieurs mois. Elle était au fait de l'évolution de la procédure. Elle a su évidemment quand la date de l'audience a été fixée. On l'a rencontrée, je dirais, une fois par mois dans les mois qui ont précédé l'audience, en lui disant que parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les auditions devant la PAPED, elles sont filmées, que quand elle a été entendue par le juge d'instruction, elle était également filmée. Oui, voilà, on pouvait diffuser tout ça à l'audience et voilà, ça suffit. Tout à fait. C'était pas hautement nécessaire, mais pour elle, ça l'était. Et pourquoi? Pour elle, ça l'était. Et quand elle nous a, elle voulait. En fait, la particularité de ce dossier, c'est que cet enfant, elle est témoin. Elle sait que c'est par elle que le dossier il a basculé. Et finalement, je pense qu'elle avait besoin aussi d'affronter son père et de venir affirmer ce qu'elle avait dit, parce que son père, qu'elle n'appelle plus d'ailleurs son père, qu'elle appelle lui, a beaucoup menti. Et donc, en mentant, l'a traitée de menteuse. Et finalement, elle avait besoin de venir affirmer les choses. Donc, notre souci à nous, ça a été de permettre que cette audition, elle se passe dans les meilleures conditions, parce que, évidemment, c'était quelque chose de très violent, de très pénible. Je crois que vous avez dit déchirant. Et donc, on a fait en sorte que, évidemment, elle ne croise jamais le regard de son père. C'est-à-dire que même par l'intermédiaire de la visioconférence, nous, on l'avait accompagnée dans la salle quelques jours avant, et on avait fait en sorte au niveau des positionnements des caméras que quand elle était entendue par le président, et d'ailleurs aucune autre partie ne lui a posé de questions à part le président, la caméra, elle était toujours sur le visage du président. Elle n'a vu aucune des autres parties, et elle n'a surtout pas vu le visage de son père, ce qu'elle ne voulait absolument pas. Elle voulait lui dire qu'elle le détestait, c'est ça que je comprends. Elle voulait lui dire qu'il avait détruit sa vie. Je pense que quand elle dit d'une phrase mon papa, il m'a enlevé ma maman, enfin, il n'y a pas pire en fait pour un enfant. Je crois que le fait qu'il ait menti aussi, ça a ancré quelque chose en elle de l'ordre de je ne pourrais jamais lui pardonner, définitivement. C'est-à-dire que Eva, elle nous a dit un jour, de toute façon, si un jour je sais qu'il est sorti de prison, je pars à l'inconnu. Ça voulait dire, en fait, je partirai en fugue parce qu'il est hors de question que même d'une manière ou d'une autre, il cherche à me revoir, je ne veux plus le croiser. Et donc, son but, c'était de lui dire ça. Et je crois que finalement, elle a réussi à faire passer le message qu'elle souhaitait faire passer. Et nous, on l'a compris par le fait que justement, et vous l'avez rappelé, Bader, il n'a pas fait appel. Et moi, je l'analyse par le fait qu'il a entendu.
Il l'a entendu. Et il savait qu'il ne pouvait pas lui faire revivre ça une seconde fois. Donc évidemment, elle ne suit pas tout le procès. C'est vous qui lui annoncez que son père est condamné à 30 ans? Tout à fait. Je l'appelle, en fait, le délibéré est rendu en début de soirée un samedi soir. Les débats ont été plus longs que prévu, ça a été difficile. Et donc, elle est à ce moment-là au domicile de sa tante avec ses cousins et on l'appelle en visio avec sa tante et sa grand-mère et c'est moi qui lui annonce la décision. Et je peux vous dire que son sourire, après c'est une petite fille magnifique qui sourit, qui a une résilience, une force incroyable, mais son sourire quand elle a compris, parce qu'en termes de durée, un enfant il mesure pas forcément, mais là 30 ans, 30 ans pour elle c'était à la hauteur de ce qu'elle attendait et puis surtout c'était terminé quoi. Et puis nous on a pu la voir 15 jours après, lui dire qu'en plus il n'avait pas fait appel et ça c'était une vraie victoire. Vous passez à autre chose à ce moment-là ou vous la voyez toujours? En fait, je l'ai vue à plusieurs reprises ensuite, justement pour débriefer l'audience, parce que comme vous l'avez rappelé, elle n'a pas assisté au débat. Elle est juste venue au moment où elle devait être entendue l'après-midi du premier jour. Donc, on la rencontre avec l'administrateur ad hoc, on lui explique ce qui s'est passé. Et puis moi, je la revois encore un peu plus tard dans le cadre de l'audience d'assistance éducative qui s'est clôturée aussi. Et puis pour ne rien vous cacher, je suis toujours en contact de manière épisodique avec sa grand-mère. Donc j'ai des nouvelles et j'en prends. Parce que voilà, même si on est des professionnels, ce sont évidemment des petits clients très particuliers auxquels on s'attache. Alors, particularité de cette affaire, c'est que, outre le fait que c'est son père qui tue sa mère, c'est elle, en quelque sorte, qui le dénonce. Et au tout début, on voit bien qu'elle n'ose pas nommer les choses. Elle raconte cette histoire de 4 photos qui est tombée. Votre avis à vous, c'est qu'elle sait très bien qu'il a tué sa mère, mais qu'elle n'arrive pas à le formuler? Mon avis à moi, il se baserait plutôt sur ce qu'a pu exprimer l'expert psychologue Madame Fichon, qui a pu dire quand même que faut se mettre en situation d'un enfant de 6 ans, dans la tête d'un enfant de 6 ans qui peut pas, c'est une effraction telle qui peut pas mesurer la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que elle voit cette scène, mais je pense pas qu'elle analyse dès le début. Vous pensez qu'elle n'analyse pas? Non, je pense pas qu'elle analyse la finalité. En revanche, quand on analyse son comportement, vous avez rappelé aussi que Bader va l'emmener chez ses grands-parents pour qu'elle dîne. Et là, on a quand même cette impression qu'elle a un pressentiment parce qu'elle pleure. C'est pas son comportement habituel. Elle réclame beaucoup sa maman. Alors, elle a 6 ans, mais c'est pas habituel. Même si ses parents sont dans un contexte de séparation, c'est pas son comportement habituel. Et donc, je pense c'est très difficile en fait pour un enfant de se dire j'ai vu des choses, je rentre, maman n'est plus là. Et finalement, je pense que c'est au fur et à mesure du temps et surtout, elle se dit c'est pas possible que maman elle me donne pas de nouvelles. Quand en plus son père lui ment en disant maman elle nous rappelle pas, maman elle te souhaite pas bonne nuit, elle sait que c'est pas possible. Mais elle a vu les pieds. Elle a vu les pieds de sa mère bouger. Elle a vu les pieds de sa mère bouger et ne plus bouger. Alors. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que elle a toujours gardé un souvenir très précis de la scène, mais je dirais même un souvenir de plus en plus précis en grandissant, parce que je pense qu'au fur et à mesure, elle a réussi à analyser aussi les images qu'elle a conservées. Elle n'a pas la même analyse à 11 ans de les pieds qui bougent plus, que l'analyse qu'elle en faisait à 6 ans. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus au clair sur la scène qu'elle a vécue qu'elle ne l'était quand elle était toute petite. Parlons de lui, Bader. C'est la caricature du pervers narcissique. Je pense, alors j'aime pas les caricatures, mais je pense qu'en effet c'est le cas. On pu d'ailleurs, a pu d'ailleurs déposer une de ses ex-compagnes qui a décrit un schéma tout à fait similaire à celui qui a été vécu par Estelle. C'était glaçant, vraiment d'entendre le récit de son parcours de vie avec lui, ce même enfermement. Cette violence verbale, ces rabaissements, ce contrôle. En fait, Bader, il est dans le contrôle permanent. Et voilà, c'est un homme pour qui on a un peu de mal à avoir de la compassion, parce qu'en plus, il exprime peu d'émotions. C'est difficile. C'était difficile, en fait, vraiment d'arriver à comprendre sa personnalité, de percer cette personnalité un peu trouble et surtout très froide. Est-ce qu'il s'adresse à Eva pendant le procès? Est-ce qu'il envoie des messages? Est-ce qu'il tente de renouer le fil ou est-ce qu'il a compris qu'il n'y avait plus rien à faire?
pense qu'après, il a compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Il s'est débattu au cours de l'instruction et surtout dans le cadre de la procédure d'assistance éducative en disant qu'il avait le droit d'avoir de ses nouvelles, qu'il avait le droit de lui écrire, qu'il fallait qu'elle vienne le voir au parloir, ce qu'elle a toujours refusé. Et je pense que, encore une fois, l'audition d'Eva, elle a été douloureuse, mais elle a été terriblement efficace. Là, il a entendu son message à elle, et son message à elle, c'est que lui, il était plus en capacité, il était plus légitime à vouloir lui faire passer des messages à celle qui est toujours sa fille, mais qu'il était plus légitime à attendre quoi que ce soit d'elle. Donc le verdict, 30 ans, il encourait perpétuité, on est d'accord, pour meurtre sur conjoint. Pourquoi ce petit bémol ? Je dirais qu'il est rare tout de même que les cours d'assises elles atteignent le maximum légal. Ça n'est pas systématique. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être que sa défense a tout de même été un tant soit peu efficace, même si moi j'estime que ce qui aurait été le plus efficace tout au long de cette instruction, ça aurait été que Bader dise la vérité, ce qu'il ne nous a jamais accordé, puisqu'il a toujours indiqué qu'il ne voulait pas tuer Estelle, qui de notre côté n'a jamais fait de doute. Alors je ne saurais pas vous dire. Parce qu'il est condamné pour meurtre ou pour assassinat ? Non, il est condamné pour meurtre sur conjoint, mais en réalité, la question de la préméditation... Alors, je voudrais pas dire qu'elle était anecdotique parce que sur le plan de criminogène et sur le plan de la qualification, du déroulement des faits, ça avait de l'intérêt. Mais sur le plan du maximum légal, ça n'avait pas d'intérêt puisque de toute façon, le maximum légal était atteint par la circonstance aggravante du conjoint. Donc, il est condamné pour meurtre sur conjoint. La liste, la fameuse liste, elle est assez mystérieuse. Elle correspond à quoi ? Alors cette liste, lui, il nous explique, elle est glaçante, les enquêteurs retrouvent cette liste dans la poubelle. Lui, il explique que, en fait, après avoir dissimulé le corps d'Estelle dans les toilettes, il s'installe. Moi, je lui ai fait répéter d'ailleurs ça. Il s'installe. Il avait un petit kilo dans la cuisine. Il s'installe à la table et là, il nous dit que dans la panique, ce qui paraît complètement incroyable, mais que dans la panique, soi-disant, il se met à rédiger cette liste pour remettre un peu d'ordre dans ses idées, entre guillemets, et se dire quelle va être la marche à suivre. Selon lui, de toute façon, ça, il le dit, l'idée, c'est de camoufler le crime, parce que après avoir commis l'irréparable au préjudice d'Estelle, il ne veut pas perdre sa fille. C'est l'argument. Merci beaucoup, maître Livenet du barreau d'Angers. Quand je serai petit, je vous prendrai comme avocate. Merci à vous, monsieur Andelette. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.